Le code civil français traduit en vietnamien. Chers amis, bonjour, je suis ici à Saigon au Vietnam, au Landmark. Je suis ravi de revoir Albert. Ça va Albert? Ça va? Alors on est ici, très bien merci, on est dans ton bureau que je visite enfin, depuis le temps qu'on en parle. Et voilà, est-ce qu'on peut le visiter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bienvenue à Saigon déjà, et puis bienvenue au Vietnam. Alors Fidal, Asia Attorney. Oui, bon, c'est un cabinet d'avocats que j'ai en association avec le groupe juridique Fidal de France. Ok, bon, tu vas tout nous expliquer. Bienvenue. Alors, on va là. Bonjour, bonjour. Voici mes équipes, nos locaux. Alors, c'est quoi ce grand bateau? C'est l'ancien France, qui est devenu, SS le Norway, et qui maintenant est démantelé. Ok. Il est où maintenant? Il est en Démantelé. pièces partout. Oui, en pièces. Tu es passionné de... Non, j'aime bien tout ce qui est marin, tout ce qui est... Là aussi. Voilà, ça c'est un bateau de collection également. Et ça, c'est les anciennes actions de la France, indo-chinoise. Très intéressant. Coffre-fort Bosch. Oui, également. Ça c'est un souvenir il y a un certain temps. Ok, très bien. Ben, voilà, ravi de te retrouver dans ce bureau. Albert, alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Tu es avocat, tu es né ici ou en France? Dis-le tout. Alors, je suis né au Vietnam, dans la ville où se passait le roman de Marguerite Duras, L'Amant. C'est la ville de Sa Dec, dans le delta du Mekong. Ma famille s'est ensuite installée à Saigon. C'était le nom de la ville à l'époque. À quel âge? Tu avais quel âge quand ils sont venus à Saigon? J'avais 6 ans ou quelque chose comme ça. Tu te rappelles de la ville de... Oui, je me rappelle de la ville. Traversée en bateau, comme dans le film? De notre maison, tout ça. Oui, oui, tout à fait. Je me rappelle bien de ces épisodes-là. C'était des épisodes assez intenses parce qu'il y avait la guerre, etc., tout autour. Donc on a été relativement protégés, certes, mais bon, il y a quand même l'ambiance de la guerre autour. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Nous, on a quand même de la chance d'être relativement protégés dans les grandes villes. Donc ensuite, à Saigon, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans, et avec toute la famille, lors de la libération de la ville ou de la chute de la ville selon les vues de chacun, notre famille est repartie en France. On va dire que c'est la chute de la ville alors. Selon certaines opinions, c'est la chute du régime du Sud. Pour ceux qui sont partis en France, on va dire que c'est la chute. C'est ce qui a provoqué le départ en France. Ou pas? Disons que sans parler d'opinion politique concernant le Vietnam de l'époque, bon, j'étais un adolescent, quoi, et donc, oui, tu as suivi. Oui, j'ai suivi la famille. Mon père étant étranger, il n'est pas possible de rester plus longtemps dans le cadre du nouveau régime. Il n'y a rien qui puisse être fait par les étrangers à l'époque, dans les années 75. Donc nous sommes partis en France, toute la famille, et c'est là que j'ai fini mes études secondaires. J'ai commencé mes études universitaires de droit. J'ai travaillé en tant que juriste dans des sociétés françaises, dont une banque qui s'appelait Compagnie Bancaire, le groupe Compagnie Bancaire, avant de revenir à mes premiers amours, c'est-à-dire passer le diplôme d'avocat, m'inscrire au barreau de Paris, travailler quelques années là-bas avant d'être envoyé au Vietnam. Avant d'aller au Vietnam à 17 ans, tu parlais déjà français. Avant d'aller en France, tu parlais français? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, à notre naissance, notre père nous a inscrits aux écoles françaises, toute la famille, tous mes frères et sœurs. Donc on a toujours eu un cursus scolaire français
Et donc on n'est pas surpris par la difficulté de la langue. Non, en fait, tu as une éducation française au Vietnam. Oui, Tu n'as jamais été à l'école publique vietnamienne. Tu es un Français du Vietnam, en fait. Oui. Tu es né français? Non, non, je suis né dans une autre nationalité, celle de mon père, mais Quelle nationalité? Il était d'origine italienne. Italienne. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, voilà. Donc on a été naturalisé français en France. D'accord. Après un certain nombre d'années de résidence, bien sûr. Voilà. Donc, en étant avocat au barreau de Paris, j'ai travaillé à Paris, mais dans d'autres villes de France, mais également dans certains autres pays, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest. Puis, un jour, on m'a proposé de revenir au Vietnam pour un contrat de collaboration de 3 à 4 ans. Voilà. C'était à la fin de l'année 1996. Donc, pour une mission de 3-4 ans, ça s'est transformé en 27 ans maintenant. Waouh! Ouais. Alors, donc maintenant au Vietnam depuis 27 ans, comment est la vie ici? Ça te plaît? Tu restes ici? Est-ce que tu as envie de revenir en France? Est-ce que tu as envie d'aller ailleurs? C'est quoi ton état d'esprit? Alors, l'état d'esprit, c'est que bon, lorsque je suis arrivé, j'ai quand même constamment la nostalgie de la France, de tout ce qui est confort de vie, tout ce qui est également vie culturelle, vie familiale. L'art de vivre à la française. Oui, tout à fait. La vie à la française et à l'européenne, parce que bon, on voyageait quand même pas mal. Et puis tout le confort de la vie moderne, tout ce qui est autoroute, tout ce qui est théâtre, tout ce qui est... ça manquait. Ça manquait vraiment lorsqu'on est venu s'expatrier ici. Par ailleurs, la vie sociale ici est complètement différente. Et le Vietnam, à ses débuts, lorsque le pays s'est ouvert aux investisseurs étrangers, était quand même assez peu équipé en confort moderne et puis en confort de la vie courante également. Donc il a fallu du temps pour que le Vietnam s'améliore, mais ça s'est fait assez rapidement. Donc d'un point de vue confort matériel, ça s'est fait assez rapidement. D'un point de vue confort, disons, professionnel, c'est un pays qui est nouveau pour les avocats étrangers, surtout les avocats comme moi qui faisons du conseil aux investisseurs étrangers venus s'installer ici ou commercer avec le Vietnam. J'étais installé ici et j'essaie d'adapter mes connaissances par rapport aux législations vietnamiennes, mais aussi d'autres pays autour, parce que je rayonne à partir du Vietnam, je rayonne de d'autres pays, comme le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, Singapour, Hong Kong ou d'autres pays. Rayonne, ça veut dire que tu as des clients? J'ai des clients où je fais des choses pour des clients dans la région, avec des partenariats dans certains pays de la zone ASEAN surtout. Donc petit à petit, on s'habitue, on s'adapte. D'autant plus que bon, nous, en tant qu'avocats, on a été formés à l'esprit de synthèse et rapidement, on a synthétisé toute la législation locale, que ce soit vietnamienne ou dans la région ASEAN. Donc on a une bonne vision et une bonne compréhension des législations de la région. Donc concrètement, un Français qui veut investir pour démarrer un business en Asie, au Vietnam et donc globalement dans toute l'Asie, il peut te contacter pour des conseils divers. Tout à fait. En fait, nous, on est une sorte de référent et on rassure. On est là pour assurer la défense des intérêts des gens qui veulent venir travailler avec les pays de la zone. Donc, à commencer par le Vietnam où je suis basé. Donc, le fait d'avoir un avocat français qui obéit aux règles déontologiques du barreau de Paris et de France, des barreaux de Paris et de France, nous, on a une discipline et une déontologie qui rassure les investisseurs français et d'autres étrangers qui viennent en sachant qu'il y a des valeurs que l'on défend, notamment l'intérêt du client d'abord. Des valeurs, mais aussi éventuellement aussi la langue, parce que j'ai vu que la plupart de ton équipe est francophone. Oui, en fait, 90% de mon équipe est francophone. Donc on pratique vraiment la francophonie dans ce cabinet.
Et on a l'avantage aussi, c'est que ces francophones sont également anglophones. Donc à partir de ce moment-là, on est gagnant-gagnant. Et nous, on pratique 3 à 4 langues dans ce cabinet. On pratique bien sûr le vietnamien, le français et l'anglais. Avant, nous avons un membre qui était espagnol, donc on pratiquait aussi l'espagnol en tant que langue étrangère. Donc on a une clientèle très variée, européenne en général. Essentiellement, c'est des Européens, des Français, quoi, 80% de Français, 50%, 90%? Disons que la clientèle française représente dans les 60%. D'accord. Et le reste, ce sont d'autres Européens, des Américains, de temps en temps des Australiens, mais également des Asiatiques et des Vietnamiens. Ça peut être des Chinois, des Japonais? Des Chinois de temps en temps, des Japonais de temps en temps. Voilà. Les Chinois viennent de plus en plus souvent au Vietnam et ils délocalisent à leur tour maintenant vers le Vietnam, quelque part pour continuer à bénéficier des facilités d'exportation du Vietnam vers surtout les États-Unis. C'est-à-dire éviter certaines sanctions, c'est ça que tu veux dire? Oui, éviter les sanctions, éviter les effets de la guerre commerciale entre les deux pays. Donc le Vietnam est maintenant considéré comme un partenaire commercial privilégié. Une alternative à démarrer un business en Chine. Oui, tout à fait. Donc quelqu'un qui connaît bien la Chine et le Vietnam, qui connaît bien les avantages, les inconvénients de démarrer tel ou tel business ou investissement, ça permet vraiment d'optimiser ces investissements. Parfaitement. Donc aussi bien les Chinois que les Occidentaux, ou encore d'autres pays d'Asie, ils viennent au Vietnam pour rechercher un certain type de prestations. Notamment la main-d'œuvre vietnamienne reste relativement bon marché encore. Il y a une augmentation de la compétence technique chez les Vietnamiens qui demande à être encore et toujours mieux formés, bien sûr. Donc le gouvernement vietnamien fournit quand même les efforts nécessaires avec des infrastructures d'éducation qui répondent aux besoins, mais avec l'augmentation des besoins en main-d'œuvre, peut-être que le rythme de formation ne suit pas toujours l'augmentation du besoin. De sorte que bon, c'est une course contre la montre parfois. Comment est la main-d'œuvre justement au Vietnam? Comment travaillent les Vietnamiens? Est-ce que c'est comme les Chinois? Est-ce que c'est facile de travailler avec eux? C'est facile de les gérer? J'ai entendu de tout et de rien. Moi, on m'a dit beaucoup que les Vietnamiens sont très travailleurs, il n'y a aucun problème. Il vaut mieux ouvrir une entreprise au Vietnam qu'aux Philippines ou au Cambodge ou ailleurs. Après, il y en a qui m'ont dit ouais, les Vietnamiens c'est très compliqué, ils ne suivent pas les instructions, etc. C'est quoi la vérité? C'est quoi ton avis? Alors, j'ai des clients qui sont parfois très contents et d'autres qui le sont un peu moins. La vérité, c'est que les Vietnamiens sont effectivement travailleurs. C'est un pays où plus de 95% des gens sont alphabétisés. C'est-à-dire ils savent lire et écrire, donc ils ont accès quand même aux connaissances. Et c'est des gens quand même qui sont intelligents, qui sont assez rapides à percevoir des choses. Mais qui parfois prennent des initiatives qui ne correspondent pas à l'attente des employeurs. Donc les efforts d'encadrement sont nécessaires et des efforts aussi de formation continue sont nécessaires. Il ne faut pas laisser sans encadrement le personnel. Il faut toujours recadrer, ramener dans... il faut un bon suivi, une bonne communication pour s'assurer que tout va bien. Mais je pense que ce sont des choses qui existent partout. Hein. Oui, on peut former des gens à des méthodes de travail, mais il faut assurer derrière qu'ils suivent ces méthodes de manière continue, quoi. Donc il faut quand même de l'encadrement. Peut-être qu'au Vietnam, il manque actuellement du personnel d'encadrement. C'est-à-dire l'encadrement moyen, c'est ce qui manque encore un peu au Vietnam. Voilà. D'accord, donc sur le terrain, gestion directe des équipes, pour leur faire comprendre certaines méthodes, etc. Donc souvent, il y a les fondateurs, les investisseurs français qui ont créé la boîte, et ensuite il y a ceux qui travaillent, mais entre les deux, il manque certaines... Tout à fait. Avant, on avait recours à des expatriés, beaucoup, mais de plus en plus, comme le niveau de formation des Vietnamiens
mais aussi le niveau d'expérience des Vietnamiens augmente. Donc c'est de plus en plus local. Voilà. On a tendance à désigner à des postes de responsabilité du personnel vietnamien. D'accord, donc ça peut être bien et pas bien, donc ça peut être bien parce qu'ils ont un contact direct avec les équipes, mais il manque peut-être une certaine méthodologie française. Oui, tout à fait. Si on parle d'investisseurs français qui donnent la priorité à du personnel d'encadrement français, il est vrai qu'il y a un manque peut-être d'état d'esprit ou de culture à la française au niveau de l'encadrement vietnamien. Mais bon, ça dépend aussi, bien sûr, de la transmission de connaissances, mais également de la formation fournie par la direction à ce personnel-là. Donc maintenant, il y a de plus en plus d'offres de formation continue ou de formation carrément depuis le début du personnel, donc il y a du choix. Est-ce qu'on peut dire que le Vietnam, c'est un peu la nouvelle Chine? Donc des Français qui veulent investir en Chine, mais ils trouvent que ce n'est pas forcément facile, ils veulent investir de l'argent, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir le ressortir de la Chine, etc. Est-ce que le Vietnam, c'est mieux, c'est une alternative? Le Vietnam prend la Chine comme le grand laboratoire. La Chine, un exemple à suivre? La Chine a ouvert au monde extérieur avant le Vietnam, 20 ans avant, et le Vietnam a emboîté le pas quelques temps après. Donc la Chine sert de laboratoire pour le Vietnam, qui s'en inspire pas mal. La différence avec la Chine, c'est que le Vietnam est un pays plus petit, avec moins de 400 000 km², 100 millions d'habitants. Donc comparativement, c'est un petit pays par rapport à la Chine. Cependant, c'est justement par cette taille que les investisseurs étrangers pèsent plus ici au Vietnam qu'en Chine. Un investisseur qui met, par exemple, je dis n'importe quel chiffre, qui met 10 millions ici au Vietnam, est bien mieux considéré que le même investisseur qui mettrait 10 millions en Chine. Parce que 10 millions en Chine, c'est un peu peanuts, on va dire, alors qu'au Vietnam, c'est important. Donc tu es reconnu par les autorités, tu es reconnu par la communauté, tu es quelqu'un d'important au Vietnam avec 10 millions. Tout à fait. Donc chaque investisseur étranger qui vient investir ici ou qui vient commercer ici est mieux considéré, je pense, qu'en Chine, de par la taille plus modeste du Vietnam. Mais de par aussi l'esprit plus ouvert, je pense, des Vietnamiens ou des dirigeants vietnamiens qui donnaient plus d'importance à l'opinion des investisseurs étrangers. On peut dire que le Vietnam, c'est plus international. Déjà, ça parle plus anglais. On va en Chine, les gens ne parlent pas trop anglais. Donc au Vietnam, ils parlent plus ou moins bien anglais. Oui, de plus en plus. Et même un peu français. Donc en fait, il y a un état d'esprit plus international dû à l'histoire du Vietnam. Exactement. Et particulièrement dans le sud du Vietnam, c'est multiculturel. C'est très ouvert vers l'extérieur. Et donc les jeunes générations également parlent quasiment tous anglais lorsqu'ils ont fait de l'université. C'est quasiment obligatoire. Et c'est très ouvert vers l'extérieur, orienté vers l'extérieur. Les gens s'adaptent très vite. C'est un des caractéristiques des Vietnamiens que j'ai remarqué, c'est qu'ils savent s'adapter à toutes les circonstances. Et culturellement, ils acceptent de s'adapter. C'est-à-dire, ils n'ont pas de barrière culturelle. Les Vietnamiens sont des gens très pragmatiques et qui veulent apprendre, qui sont prêts à apprendre, à échanger et à s'améliorer. Donc je trouve que c'est encourageant. La vie au Vietnam, pour les expatriés par exemple, commence à s'améliorer de manière conséquente depuis ces dernières années, jusqu'à devenir assez bien noté par la communauté des expatriés comme un pays où il fait bon vivre. Voilà. Donc, foreigner friendly, on va dire. Oui, on vient au Vietnam, on passe un bon moment, que ce soit pour du business ou des vacances. Et pour information, ici au Vietnam, il n'y a aucune restriction de liberté. On a accès à Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux. On fait ce qu'on veut au Vietnam. Disons que, bien sûr, il y a toujours des cadres à respecter. On peut avoir accès à des réseaux sociaux divers et variés, et effectivement, qu'ils soient occidentaux ou asiatiques. Est-ce qu'il y a de la censure ici au Vietnam?
Bien sûr qu'il y a de la censure. Le gouvernement, quand même, impose certaines restrictions dans les échanges sur les réseaux sociaux. Il y a des règles, comme dans tous les pays. Bon, les règles, c'est bon, d'une part, on ne parle pas de politique en général. On ne fait pas d'échanges politiques sur les réseaux sociaux, d'une part. Et sur les sujets sociaux, par exemple, il y a des sujets sensibles sur lesquels on ne doit pas trop exagérer, comme par exemple la religion, comme par exemple les relations avec l'administration, comme par exemple les relations avec le parti, des choses comme ça. Donc quand même, il y a quand même des limites à ne pas franchir. Et ces limites-là sont déterminées de manière assez claire. Voilà. Et bien sûr, les réseaux sociaux sont scrutés par les autorités qui mettent le holà quand c'est exagéré. Et je trouve que c'est tout à fait légitime qu'un pays surveille de près ce qui se fait sur les réseaux sociaux pour que ça ne devienne pas n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut définir ce qui est exagéré? C'est quand ça porte un risque à l'ordre public? C'est quoi? Ça, c'est quand ça porte un risque au niveau politique, d'accord? Quand ça porte un risque au niveau de l'ordre public, c'est-à-dire aux bonnes mœurs, notamment, ou encore quand il y a des tentatives d'escroquerie online, et ça a tendance à se propager de plus en plus vite de nos jours, surtout avec toutes les facilités de l'intelligence artificielle, comme ça. Bon, les Vietnamiens adorent tout ce qui est technologique. Mais la contrepartie de ça, pour un certain nombre de mauvais sujets, ils abusent pour faire des activités illégales. Il peut y avoir pas mal d'arnaques. Oui, il y a pas mal d'arnaques. Et donc, les autorités vietnamiennes sont obligées de surveiller plus et d'avoir des équipes spécialisées en technologie afin de mieux contrôler ce genre de développement. Tu as parlé de bonnes mœurs. Est-ce que ça veut dire, par exemple, est-ce que ça a des liens avec le wokisme, LGBT? Est-ce qu'il y a des gay pride ici au Vietnam, etc. Tu parles de ça ou pas du tout? La gay pride, parce que tu n'as pas parlé de religion, donc ça veut dire que les religions, tu peux être catholique, juif, musulman, tout ça, tu fais ta religion, mais tu ne fais pas trop de propagande, etc. C'est ça que tu veux dire en termes de religion? Disons qu'on peut parler de religion. Le Vietnam reste assez ouvert et tolérant par rapport aux religions. Par rapport aux tendances sociales diverses et variées, le Vietnam est relativement tolérant également. Il y a quand même une bonne communauté LGBT au Vietnam, notamment parmi les artistes en vue. Et donc, ce n'est pas critiqué. C'est pas interdit. Le Vietnam envisage même des législations. Ou pas? Oui, c'est plutôt assez bien accepté. Le Vietnam envisage quand même une certaine législation également pour reconnaître des droits. Ça va se faire? Oui. Tu trouves que c'est bien ou pas? Je trouve que c'est bien. Tu peux pas lui répondre. Non, je trouve que c'est bien d'offrir la possibilité aux gens d'avoir leur liberté de vie, leur choix de vie, sans que ça cause du gêne aux autres. Et là, bon, en école de droit, on nous enseigne que ta liberté s'arrête là où la liberté des autres sont touchées. D'accord? Et le même principe doit s'appliquer également ici. Voilà. Alors bon, sur le mariage homosexuel, à mon avis, aucun problème, c'est devenu assez courant. Mais après, sur des sujets, on va dire, où en fait tu vas faire de la propagande, où tu vas mettre des enfants, des drag queens dans les écoles, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir au Vietnam? Bien sûr que non. Le Vietnam reste quand même un pays où il y a quand même des limites dans l'exagération. C'est-à-dire il y a de la tolérance, mais il ne faut pas qu'il y ait de la propagande. Il ne faut pas imposer aux autres ce que tu fais, ni ta religion, ni tes mœurs, ni quoi que ce soit. C'est quand même une société assez conservatrice, le Vietnam. Exactement. Le Vietnam est réputé être un pays stable parce qu'il y a un pouvoir fort. Cette stabilité politique du Vietnam est un des éléments de choix pour les investisseurs étrangers à venir, pour venir. Ils savent qu'il n'y aura pas de surprise. Et donc les autorités vietnamiennes ont bien compris que
Pour avoir de la stabilité, il faut l'accompagner de fermeté. Et ne pas permettre de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, c'est aussi faire preuve de fermeté pour assurer la stabilité du régime, bien sûr, mais également la stabilité sociale. Donc, il faut des mesures dans tout. La liberté a des limites et les Vietnamiens savent doser ces limites-là aux libertés. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il n'y aura pas de gay pride, par exemple au Vietnam. Il n'y aura pas de cours en classe imposés aux élèves ou aux parents d'élèves, par exemple. Ce ne sera pas acceptable. Il n'y a personne qui va dire aux élèves vietnamiens à 8 ou 9 ans, est-ce que tu es un garçon ou une fille, est-ce que tu veux changer de sexe? Ça n'existe pas ici. Jamais. Ça n'arrivera pas au Vietnam, du moins en l'état actuel des choses. Et je pense que c'est souhaitable que ça n'arrivera jamais. Parce qu'il s'agit de sujets personnels. Et l'État vietnamien considère que on peut laisser aux individus le choix de leur vie personnelle, du moment que ça n'influence pas ou que ça ne déstabilise pas le reste de la société. Je crois que un des avantages du Vietnam, c'est quand même qu'on ne permet pas à certaines communautés de s'imposer aux autres ou d'imposer ses opinions aux autres. Donc, lorsque ici au Vietnam on parle de limite dans la liberté, ça peut être compris dans plusieurs sens, hein, dans le mauvais sens du terme, mais aussi dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est que on vous laisse vivre, mais n'empiétez pas sur la liberté des autres ou sur la vie des autres. Il ne faut pas exagérer. Voilà. Il y a quand même une certaine discipline qui est imposée et que les gens s'imposent. Voilà. Il y a des limites bien comprises dans la vie sociale des gens. Ok, très. Alors, on a parlé beaucoup de business, donc tu peux conseiller la communauté française et internationale sur tout sujet. Est-ce que c'est aussi, ça peut être aussi vie personnelle, mariage, divorce c'est quoi tes spécialités? C'est surtout le business ou c'est globalement tous les services d'avocat? Alors, en tant que cabinet étranger et français, notre business principal, c'est quand même tout ce qui est investissement étranger ou contrats internationaux, etc. Donc, on est dans tout ce qui est droit des affaires. Donc, surtout des entreprises? Pour les entreprises ou pour les entrepreneurs. Alors, et les particuliers, une famille qui a besoin d'un visa, est-ce qu'elle passe par toi ou par des partenaires? Non, des gens que tu recommandes? pour les questions de visa et d'immigration, ce n'est pas une spécialité de notre cabinet. On a des sous-contractants qui exécutent ces tâches-là pour nous. Nous, on conseille surtout en droit des investissements, en droit des affaires, en droit des entreprises et tout ce qui a trait à la vie des entreprises, droit du travail, droit fiscal, etc. Cependant, pour rendre service à la communauté, notre cabinet, il y a quelques années, avait décidé de créer un département droit civil, droit de la famille, droit patrimonial. Parce qu'il y avait quasiment personne qui voulait le faire. Nous, on a voulu rendre service donc, à la communauté française, non seulement du Vietnam, mais de la région, pour faire du droit de la famille française. Parce qu'il y a une demande. Parce qu'il y a une demande non satisfaite. Donc, on a lancé le mouvement il y a longtemps, il y a plus de 15 ans déjà. Ce n'est pas une activité que l'on appellerait rentable, oui, c'est ce que j'allais dire, économiquement parlant, alors pourquoi mais il y a une utilité sociale pour le milieu des Français expatriés. Voilà. Tu fais ça parce que tu as envie de rendre service à la communauté, parce que ça te fait plaisir? Oui, pour rendre service à la communauté, pour répondre à un besoin qui n'est pas satisfait quelque part. Donc on fait du conseil en droit de la famille, on fait du conseil en droit patrimonial. Bien sûr, de fil en aiguille, on fait aussi des contrats de mariage, mais aussi on organise aussi des divorces. Il y en a beaucoup ou pas? Il y en a. Bon, c'est la vie courante. Il y a beaucoup de Français qui regardent des vidéos d'expats et qui se demandent est-ce qu'ils devraient aller en Asie ou pas, parce que la plupart des couples franco-français qui arrivent en Asie, ils divorcent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, j'étais avocat du consulat de France
général de France à Ho Chi Minh Ville pendant assez longtemps. Et en tant qu'avocat du poste consulaire, j'ai aussi participé aux entretiens avec la communauté française sur ce sujet sensible. Et c'est vrai que bon, il y a pas mal de couples qui se séparent à cause de l'installation dans ce pays. Il y a des ruptures de couple, mais je pense que fondamentalement, le fait de s'installer dans un pays et que le couple se sépare, l'installation dans le pays, c'est plutôt un événement déclencheur sur des problèmes qui existaient déjà avant. Voilà. Ça, il faut relativiser les choses. Il ne faut pas dire non plus que... C'est pas le Vietnam qui est responsable de ça. C'est pas les Vietnamiens ou les Vietnamiennes qui cassent les couples systématiquement. Oui, c'est comme le Covid. Bon, les couples peuvent avoir des problèmes déjà en interne avant. Et le fait de s'installer dans ce pays, bien sûr, il y a l'attrait par rapport à la nouveauté qui peut aussi contribuer à la séparation dans un couple. Mais on ne peut pas dire toujours que bon, c'est les locales ou les locaux qui provoquent la rupture. Et cela est valable pour tous les pays du monde où il y a des Français qui s'installent, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays d'Asie, ou bien aux États-Unis, en Europe, etc. C'est une réalité partout. Événement déclencheur, parce que nouvelle installation, nouveauté, nouvelle découverte. Voilà. Alors, dernière question, des Français qui regardent la vidéo maintenant, ils sont en France, ils veulent venir vivre au Vietnam, ils réfléchissent, chercher un travail, créer une entreprise, etc. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Est-ce qu'il faut venir d'abord en vacances quelque temps et après faire des choix? Est-ce qu'il faut chercher un travail depuis la France? Il faut faire quoi? Alors, avec la crise de Covid et l'économie qui ne s'est pas encore complètement rétablie, c'est difficile de trouver du travail comme ça, en claquant du doigt. Ce n'est pas comme avant le Covid. Avant le Covid, c'était très dynamique et le marché du travail était vraiment important. Actuellement, on rame un peu plutôt. Donc, beaucoup de prudence. Peut-être venir sentir le pays, étudier le marché, prendre des contacts, que ce soit pour trouver du travail ou encore pour envisager de créer un business. Bon, il ne faut pas s'appuyer uniquement sur l'instinct. Ça ne suffit pas. Pas sur un coup de tête, pas juste envie. Pas sur un coup de tête, venir la fleur au fusil, non. Ça se prépare comme une entreprise. Une entreprise vient étudier le marché, vient aussi, ou à distance, demande des études préalables avant de décider de s'installer ici ou ailleurs. Donc, si on a des choses à vendre ici, il faut venir voir le marché, rencontrer les acteurs qui sont des distributeurs, des importateurs-distributeurs, ou encore, si on veut investir, rencontrer des éventuels partenaires. On peut venir ici, investir, fabriquer, vendre dans le pays ou réexporter. Donc tout ça, ça mérite quand même une étude préalable. Donc venir, voir comment on vit la vie sur place, prendre des contacts. Nous en tant que conseillers, on propose d'éclairer toutes les personnes qui sont intéressées par le pays pour préparer leur installation ou leur relation de travail avec le Vietnam ou les pays de la zone ASEAN. Ok, très bien. Donc si vous avez des questions, on vous met en contact avec Albert. Merci, enchanté de faire votre connaissance. Merci beaucoup Albert, merci à très vite.